2024 est ma 5e année en tant qu'investisseur en bourse. J'ai démarré le 5 septembre 2020 et aujourd'hui, je vous propose qu'on fasse le bilan de la performance de mon portefeuille sur l'année 2024, qu'on voit également ensemble la répartition actuelle du portefeuille, mes achats et mes ventes de l'année dernière, l'évolution de mes dividendes et également le montant que j'ai investi en 2024. Donc on va faire un gros check-up sur mon portefeuille et je vais vous partager tous les détails pour que ce bilan me serve personnellement, mais vous serve également à vous pour que vous puissiez vous améliorer sur la gestion de votre portefeuille et que vous puissiez prendre de plus en plus de bonnes décisions pour vos investissements, que ce soit sur les ETF ou sur les actions. On rentre directement dans le vif du sujet avec ma performance sur l'année 2024, donc du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Donc ce qu'on voit, c'est que ma performance sur l'année a été de 25,44%, donc une très belle performance avec un gain total de 17 715 €. Donc c'est une belle évolution au niveau de mon portefeuille. Et si on regarde les différents sous-portefeuilles que j'ai à l'intérieur de ce portefeuille global, donc à savoir un portefeuille action et un portefeuille ETF, on parlera rapidement de la stratégie juste après. Mais on voit que mon portefeuille action a largement surperformé avec 29,89% ou 29,98% pour être plus précis et 16,54% pour mon portefeuille ETF. Donc ce qu'on voit déjà, c'est que mes choix au niveau des actions ont été largement meilleurs sur cette année 2024 et vous verrez qu'en réalité, c'est pas mes choix de 2024 mais c'est une performance qui est aussi basée sur tous mes choix antérieurs, donc l'année 2021, 2022, 2023, etc. Ce qu'on voit, c'est qu'au niveau de ma performance, j'ai fait 1% de plus environ que le marché mondial, qui lui a fait 24,53%. Et ensuite, le S&P 500, donc le marché américain, l'indice le plus connu, celui des 500 plus grandes entreprises américaines, a lui réalisé 33,68%. Donc ce qu'on voit cette année, c'est que j'ai sous-performé le S&P 500, sachant que mon portefeuille global est plus diversifié que le S&P 500. On verra après mon exposition géographique et sectorielle. Et du coup, forcément, c'est compliqué de faire exactement la même chose que le S&P 500. Malgré tout, mon objectif, c'est d'essayer d'avoir la meilleure performance possible et on verra après que si on ne prend pas en compte que 2024, mais également les autres années précédentes, c'est un petit peu différent. J'ai tendance à surperformer le MSCI ACWI, qui est l'indice mondial très diversifié, et également le S&P 500. Si on regarde très rapidement les paramètres de risque, à savoir la chute maximale, le maximum drawdown, je suis à 8%, donc c'est à peu près pareil pour les différentes catégories ici. La durée de ce max drawdown a été de 65 jours pour mon portefeuille, donc ce qu'on voit c'est inférieur au ACWI et c'est également inférieur au S&P 500, et la volatilité est de 12%, donc légèrement supérieure à celle du ACWI et identique à celle du S&P 500. Maintenant, si on dézoome ma performance depuis mes débuts, donc le 5 septembre 2020, vous voyez qu'on est bien sur le 5 septembre 2020 ici, on va avoir une performance de 16,69% annualisée contre 14,99% pour le ACWI. Donc mon portefeuille global a tendance à surperformer d'environ 1,7% en moyenne depuis qu'il s'est lancé. Et ce qu'on voit, c'est qu'encore une fois, ce sont les actions qui tirent mon portefeuille vers le haut, puisque les actions sont à 18,28% et le portefeuille ETF, le socle passif, est lui à 14% de rendement annualisé. Et ici, encore une fois, le S&P 500 a tendance à surperformer avec 18,80%. Sachant que je mets un point en avant ici, c'est que sur les années 2020, 2021 et début 2022, j'avais absolument pas les connaissances que j'ai aujourd'hui et j'ai fait des erreurs qui forcément m'ont coûté cher et qui tirent ma performance vers le bas. C'est exactement pour ça que je regarde également la performance depuis début 2022, donc sur les 3 dernières années. Vous voyez qu'ici, on est sur les 3 dernières années et là, effectivement, la performance s'inverse. Donc, ce qu'on voit, c'est que mon portefeuille fait une performance de 14,03% annualisé contre 10,04% pour le ACWI. Donc 4% de surperformance annuelle depuis les 3 dernières années, ce qui est une très belle performance, tout en prenant en compte que 2024 a été une année plus ou moins kiff-kiff entre mon portefeuille et le ACWI. Et je surperforme également le S&P 500, donc il fait 13,52% de taux de rendement annualisé contre 14,03%. Donc ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle. Et en plus de ça, ce qu'on voit, c'est que au niveau des paramètres de risque, ma chute maximale du portefeuille a été inférieure à celle du ACWI et également inférieure à celle
du S&P 500. La durée également a été inférieure par rapport aux deux indices et la volatilité a été légèrement supérieure, mais ça reste assez faible par rapport au S&P 500 et quand même 3% de plus par rapport au ACWI. Mais globalement, ce qu'on voit, c'est que ma performance sur les 3 dernières années est meilleure, malgré que 2024 ait été une année un petit peu compliquée par rapport au S&P 500. D'où est-ce que ça vient cette surperformance depuis les 3 dernières années? Ça vient tout simplement de l'année 2022 où ça a été la dernière année en baisse au niveau de la bourse mondiale du S&P et également du ACWI. Et ce qu'on voit, c'est que mon portefeuille global a fait moins 6,1% alors que le ACWI avait fait moins 13,6% et le S&P 500 moins 14,1%. Alors effectivement, c'est très compliqué de battre le marché tous les ans, j'en suis bien conscient et je sais que ça n'arrivera jamais. Mais là où je suis confiant, c'est que en ayant des actifs de qualité, l'année 2022, j'ai eu une chute bien moindre par rapport aux indices ACWI et S&P 500. Donc effectivement, cette année 2024, mon portefeuille a évolué moins rapidement, mais peut-être qu'il est plus résilient. En tout cas, il a montré en 2022 et il me tarde de voir quand le marché rebaissera à nouveau parce que ça va forcément arriver. On va pas monter encore pendant 10 ans en ligne droite comme sur 2023 et 2024. Donc à ce moment-là, ça sera très intéressant aussi de voir la résilience du portefeuille pour savoir si ça fait pareil qu'en 2022 ou non. Depuis tout à l'heure, je vous parle de la répartition de mon portefeuille. Donc j'ai à la fois un socle passif avec des ETF qui du coup est la partie qui a tendance à sous-performer et à tirer vers le bas ma performance. Et on a ensuite les actions de qualité qui représentent la majeure partie de mon portefeuille et qui elles ont tendance à avoir une très belle performance sur les dernières années. D'ailleurs, je ne vous ai pas montré juste ici sur les 3 dernières années, mais si on regarde mon portefeuille actions par rapport au S&P 500, je suis à 16,09% de taux de rendement annualisé contre 13,52%. Donc j'ai un peu plus de 2,5% de performance annualisée en plus sur les 3 dernières années. Donc on voit qu'au final, mon portefeuille action a tendance à bien tirer la performance de mon portefeuille global vers le haut. Pour revenir rapidement sur ce graphique, ce qu'on voit, c'est que la répartition actuelle de mon portefeuille, c'est environ 67% au niveau des actions de qualité et environ 33% au niveau du socle passif, au niveau des ETF. Donc, c'est une répartition que j'ai choisie. J'ai envie d'avoir environ 30% au niveau des ETF et environ 70% au niveau des actions. Et ce qu'on voit ici, c'est que depuis 2022, j'avais diminué un tout petit peu la part des actions au profit de celle des ETF et depuis ça se stabilise. Et mon objectif, en toute transparence, c'est d'avoir entre 30 et 35% sur les ETF et entre 65 et 70% sur les actions de qualité. Sachant que la stratégie SPAC, c'est d'avoir un socle passif qui lui est pas là forcément pour avoir la meilleure performance possible, mais plutôt pour avoir une belle diversification et du coup un contrôle du risque global du portefeuille, donc être diversifié à travers des ETF, pour ensuite être plus concentré au niveau des choix de mes actions, au niveau de mon portefeuille actions, et donc essayer d'avoir la meilleure performance possible. Parce que quand on est concentré sur les meilleures actions, sur les actions dans lesquelles on a les plus fortes convictions, celles qui ont les meilleurs fondamentaux, etc., on met quand même beaucoup plus de chances de notre côté pour avoir une bonne performance. Si vous voulez avoir l'explication complète de ma stratégie, ça se passe sur Skool, c'est un groupe privé 100% gratuit et je vais vous montrer où trouver ça. Donc une fois que vous avez cliqué sur le deuxième lien en description, c'est un lien qui redirige directement vers cette page-là. Vous allez pouvoir vous inscrire et dans l'onglet Classroom ici, vous avez plein de vidéos de formation gratuite. Donc ici, vous avez une formation gratuite de 2h18, vous cliquez dessus et vous aurez accès à une vidéo qui explique en détail toute ma stratégie et toutes les méthodologies que je mets en place pour construire mon portefeuille. On vient de voir ensemble la répartition de mon portefeuille dans sa globalité, mais on va aller plus en détail. Donc on va aller voir la répartition de mon socle passif, donc la partie ETF de mon portefeuille. Donc actuellement, je suis à 38,79% sur les USA, 23,58% sur l'Europe, 14,14% sur l'Asie, 11,89% sur un ETF Smart Beta, le Momentum, et 11,60% sur une partie crypto-monnaie. Donc c'est la répartition actuelle de mon portefeuille et ce qu'on voit, c'est qu'en 2024, effectivement, mon portefeuille ETF a largement sous-performé puisque je suis à 16,54% contre 24,53% pour le ACWI.
Donc je vais essayer d'aller comprendre pourquoi est-ce qu'il y a cette sous-performance et on va se retrouver sur TradingView qui est un outil qui est extrêmement pratique pour comparer les performances des différents titres qu'on peut avoir en portefeuille. Donc ici on a les 5 ETF que j'ai dans le portefeuille et du coup ce qu'il y a ici c'est la performance du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024. Donc ce qu'on voit c'est que il y a le S&P 500 ici qu'on peut prendre en référence qui fait 32,87% et on a ensuite le World Momentum qui fait 39,85%, donc une performance supérieure au S&P 500. On a ensuite forcément les crypto-monnaies qui ont bien explosé cette année, donc plus 83,77%. Et enfin, on a les deux mauvais élèves, donc on a les marchés émergents qui font 13,97% et les marchés européens qui eux font 12%. Donc ce qu'on voit, c'est qu'effectivement, j'ai environ 40% du portefeuille sur les marchés émergents plus l'Europe et forcément ça tire mon portefeuille vers le bas. Après il faut comprendre une chose, si j'ai telle pondération sur les marchés émergents et telle pondération sur l'Europe, c'est une pondération qui est un petit peu élevée pour un portefeuille ETF seul, mais il faut savoir que sur mon portefeuille actions, j'ai beaucoup d'entreprises US, beaucoup d'entreprises américaines et donc l'idée c'est également d'avoir un portefeuille qui est équilibré dans sa globalité. Donc si j'ai plus d'US sur les actions, j'en mets un petit peu moins dans les ETF et inversement. Donc on verra ça après quand je vous parlerai de la pondération exacte de mon portefeuille. Mais ce qu'il faut également prendre en compte, c'est que sur le portefeuille ETF, même si en 2024, effectivement, mon portefeuille a sous-performé, ce qui est important de regarder, c'est sur les 3 dernières années, encore une fois. Donc, on dézoome un tout petit peu et quand on regarde sur les 3 dernières années, le ACWI fait 33,20 et mon socle passif fait 32,49. Donc, si vous avez quelque chose à retenir de cette vidéo, c'est que regarder les performances sur un an, c'est très bien, mais sachant qu'on est investisseur long terme, il faut également regarder les performances sur plus long terme. Donc, sur 3 ans et même sur le plus long terme possible. Donc là pour moi ça aurait été du 5 septembre 2020. C'est les performances que je vous ai montrées tout à l'heure. Après il y a quand même des leçons à retenir de cette année 2024. C'est qu'il faut que j'accélère vers ma répartition idéale parce que j'y suis pas encore. Je ne dois pas prendre de décision hâtive, c'est un petit peu ce que je vous disais juste avant, c'est pas parce que mon portefeuille socle passif sous-performe cette année qu'il va forcément sous-performer sur une échelle de temps plus longue. Il faut accepter que le socle passif a une vocation de diversification et pas de performance absolue, c'est plus le rôle des actions. Et il faut continuer d'optimiser grâce à la data. Donc ce qu'on fait ici ensemble, faire le bilan du portefeuille, voir ce qui va pas, c'est quelque chose qui est extrêmement important. Vous pouvez améliorer ce que vous mesurez, mais vous ne pouvez pas améliorer quand vous êtes dans le flou. Donc essayez de traquer votre portefeuille, d'avoir des données précises pour ensuite prendre de meilleures décisions. Et justement, tout à l'heure, je vous parlais de la répartition de mon portefeuille global parce que sur les actions de qualité, je suis à 91,60% sur les USA, 5,46% sur l'Europe et 2,94% sur l'Asie. Donc ce qu'on voit, c'est que sur mes actions, je suis largement surpondéré sur les US. C'est un choix et c'est pour ça que sur les ETF, je compense en ajoutant un petit peu plus d'Europe et un petit peu plus de marchés émergents, ce qui me permet au global d'avoir une répartition qui me convient un petit peu plus. On va aller voir ensemble sur Portfolio Performance, qui est l'outil que j'utilise pour tout traquer, mes performances sur les différents titres cette année. On se retrouve sur mon outil de tracking et du coup vous avez toutes mes actions ici. Et ce qu'on va faire, c'est que on va déjà bien vérifier qu'on est sur 2024. Donc ça c'est bon, c'est bien du 1er janvier au 31 décembre. Et on va ensuite trier par performance absolue pour voir quelles actions ont surperformé leur indice de référence, c'est-à-dire le S&P 500, et quelles actions ont sous-performé. Donc on peut voir que le S&P 500 a lui fait 32%. Ici, dans tous les cas, c'est dans la même devise. Donc le taux de change est pris en compte, que ce soit pour le S&P 500, vu que je le compare à l'ETF S&P 500 en euros. Et toutes mes actions ici ont le taux de change qui est appliqué. Donc à partir de Mastercard et au-dessus, toutes les actions ont surperformé. Donc Mastercard, BlackRock, Apple, Alphabet, Amazon, Meta, Technoglass et Taiwan Semiconductor qui du coup à la palme de la meilleure performance de l'année avec 103,71%. Donc une très belle perf. Et en dessous, ça a sous-performé. Donc on a quelques actions qui ont légèrement sous-performé, notamment Visa, Carlyle. Et ensuite, on a certaines actions qui ont quand même performé beaucoup moins bien. Donc S&P Global, Microsoft, Lowe's, Lockheed Martin. Et ensuite, les mauvais élèves, ça va être Intuit, Applied Materials et
LVMH. Sachant qu'ici, je vous affiche les performances sur mon portefeuille. Donc ça va dépendre également du moment où j'ai acheté les actions. L'exemple ici sur LVMH, l'action n'a pas fait 1,19% de positif sur l'année. Mais par contre, depuis que moi j'ai commencé à faire mes achats, je suis à 1,19%. Donc ce sont bien les performances par rapport à mon portefeuille. Ce n'est pas forcément les performances des actions. Maintenant, on va s'attarder sur ma répartition sectorielle, sachant que c'est quelque chose d'important, mais il faut faire attention à ne pas non plus accorder trop d'importance aux différents secteurs, parce qu'aujourd'hui, il y a des entreprises qui sont tellement diversifiées en interne que ça devient très compliqué de les classifier. Par exemple, Apple fait du logiciel, fait des services et fait également du produit matériel. Donc forcément, toutes ces branches de l'activité ne vont pas rentrer dans le même secteur. Donc ça nous donne une vision globale, mais attention à ne pas être trop concentré sur ces secteurs-là en se disant il faut absolument que j'ai tous les secteurs, etc. Moi, j'ai que 6 secteurs. Il en existe 11 en tout dans le secteur financier. Et du coup, j'ai 25% sur le secteur financier, sachant que je n'ai absolument aucune banque. Comme on l'a vu, ce n'est pas des banques que j'ai, mais plutôt des services financiers. J'ai la tech, forcément, 31,98%. Aujourd'hui, avoir un portefeuille qui sous-pondère la tech, pour moi, c'est une grosse erreur, hein, vu l'évolution actuelle du monde et de l'économie. 16,46% sur le secteur de la consommation discrétionnaire, donc c'est la consommation non obligatoire. 15,63% sur le secteur de la communication. Pareil, ici la communication, on va y retrouver Alphabet, Meta par exemple, qui sont également deux entreprises qu'on peut très fortement lier à la tech. Donc c'est à la fois la communication, mais également des entreprises qui innovent et qui développent beaucoup dans la technologie, etc. 5,47% sur l'industrie et 5,29% sur le secteur des matériaux. Donc vous voyez, je n'ai pas de santé, je n'ai pas d'énergie, etc. Il y a des secteurs que j'évite et il y a des secteurs dans lesquels il n'y a aucune entreprise qui m'attire réellement. Donc je préfère ne pas avoir un secteur en portefeuille plutôt que faire des concessions sur les entreprises que je vais intégrer dans le portefeuille sous prétexte d'avoir une diversification sectorielle plus importante. Qu'est-ce que ça a donné niveau performance en 2024? On l'avait vu juste avant, mais mon portefeuille action fait 29,68% et le S&P 33,68%. Donc, je suis pas super loin sur cette année 2024, mais par contre, je sous-performe un peu. On dézoome encore une fois, on regarde sur 3 ans, le S&P fait 46,36% et mes actions font 56,53%. Donc là, pour le coup, j'ai une surperformance qui est notable sur les 3 dernières années et ça, c'est plutôt une très bonne nouvelle par rapport à mes choix d'actions et par rapport à mon process de sélection. Donc quelles sont les actions à mettre en place pour continuer d'améliorer tout ça? Parce que le but du bilan, c'est quand même de prendre des décisions et de réfléchir à ce qu'on va mettre en place sur les prochaines années. J'aimerais diminuer mon nombre de positions, donc passer entre 12 et 15. Actuellement, je suis à 17. Focus sur les meilleures actions, donc sur les meilleures actions au niveau financier et au niveau de leur business. Garder une certaine diversification, donc aucun secteur au-dessus de 50% pour pas non plus tomber dans l'excès de concentration sur un secteur. Minimiser le nombre de transactions, toujours pareil. Moi, mon but, c'est de travailler très très fort pour déterminer quelle action va avoir en gros le droit d'entrer dans mon portefeuille. Donc le but, c'est d'analyser au maximum les choses, mais tout ça, ça se fait en amont et ça se fait pas au moment où on passe les ordres. Donc passer plus de temps sur l'analyse que à passer des ordres. C'est déjà ce que je fais, mais c'est quelque chose qu'il faut continuer. Et également, une leçon qui est très importante à mentionner, c'est renforcer encore plus lorsqu'il y a des opportunités de marché. Ça, c'est quelque chose que je ne fais pas assez et parce que cette année, j'avais pas assez de cash disponible. On en parlera juste après. Mais quand il y a des belles opportunités de marché, il ne faut pas hésiter à renforcer. C'est aussi là qu'il faut justement être bien conscient que la bourse peut monter très fort, mais peut également chuter très fort. Et quand ça chute très fort, quand on est investisseur long terme, comme vous et moi je pense, c'est la plupart du temps une très très belle opportunité pour renforcer et construire un portefeuille ultra solide sur le long terme. Pour être sûr d'être focus sur les meilleures entreprises, ce que je fais, c'est que j'analyse l'évolution financière de mes entreprises. Donc là, par exemple, Microsoft, on voit qu'en 2023, elle avait une note de 18,1 sur 20, ce qui est excellent. Donc je note la croissance, la profitabilité, la rentabilité, la santé financière, le dividende, les différents scores d'analystes et les performances passées également. Donc j'essaie de voir un petit peu tous ces critères là, mais il faut réanalyser ces critères parce qu'une entreprise c'est vivant et si on voit que la note de l'année d'après est moins bonne que la note de l'année d'avant, c'est un signe peut-être qu'il faut surveiller cette entreprise parce qu'elle est en train de se dégrader.
Là, en l'occurrence, pour Microsoft, on est passé de 18,1 à 18,42, donc c'est feu vert. Mais il faut faire ce travail-là sur toutes les entreprises qu'on a dans le portefeuille. C'est d'ailleurs un travail que je fais personnellement et que je mets à disposition de tous les membres de l'accompagnement SPAC pour qu'ils gagnent du temps énormément par rapport à tout ça. J'analyse 26 critères au niveau financier. Donc là, je vous ai mis l'exemple du chiffre d'affaires. Donc ce qu'on voit juste avant, c'est que c'était 22 sur 33 au niveau de la croissance en 2023 pour Microsoft et c'est passé à 30,33. Donc on va aller voir ce qui s'est passé et ce qu'on voit c'est que la croissance est repartie à la hausse entre 2023 et 2024. Donc on a une croissance de 15,67% sur la dernière année, la moyenne sur 5 ans 14,30 et la croissance sur 10 ans 10,90. Ensuite, j'ai un barème de notation et lorsque c'est la moyenne du S&P 500, donc on va dire entre 8 et 12% de croissance au niveau du chiffre d'affaires, ce qui est plutôt moyen, ça aura 1 point. Et s'ils font plus, ben forcément, ça aura 2 points. Donc on attribue plus de points aux entreprises qui ont une meilleure croissance. Et c'est pareil pour les autres critères, une meilleure rentabilité, une meilleure profitabilité, une dette plus maîtrisée, etc. Ça, c'est un point qui est extrêmement important au niveau quantitatif. Et ensuite, il faut également suivre précisément ce qui se passe dans l'entreprise. Donc, tous les trimestres, ce que je fais, c'est que je fais un résumé du rapport trimestriel et du conference call qui a été fait par l'entreprise. Également, je mets ce travail-là à disposition de tous les membres du programme SPAC pour qu'ils gagnent beaucoup de temps par rapport à tout ça. Donc, il faut checker les finances, comme d'habitude, et également ce qui a été annoncé. Par exemple, les risques potentiels annoncés par Microsoft lors du dernier rapport trimestriel, ça va être les contraintes d'approvisionnement en IA et les frais associés à l'acquisition d'Activision. Il faut également suivre les news. Là, on a vu qu'ils avaient investi 80 milliards ou pour projet d'investir 80 milliards dans des data centers. Donc, le CAPEX va augmenter. Le CAPEX, pour rappel, c'est les dépenses d'investissement. Donc, c'est très bien d'investir, mais il faut que ça reste maîtrisé. Et donc, voilà, c'est des choses qu'il faut suivre pour être sûr que nos entreprises en portefeuille soient toujours d'excellente qualité. Et plus on tire vers la qualité, plus la performance à long terme va être bonne. En tout cas, d'après les nombreuses études qui ont été faites là-dessus. On reste encore un peu sur mon portefeuille actions et ce qu'on va voir ensemble, c'est mes achats, mes ventes et les dividendes. Donc, ce que vous pouvez voir ici, c'est les dividendes, l'évolution année après année. Et en 2024, ça fait exactement comme 2023. Je perds encore un petit peu de dividendes. Donc, vous voyez ici, en 2022, j'étais au-dessus des 650 € à l'année. En 2023, j'étais descendu à 550 et là, je suis à 450. Pourquoi est-ce que je fais une chute au niveau des dividendes? Ce qu'on va aller voir, c'est mes ventes d'actions parce que forcément, c'est les actions que j'ai vendues qui versaient des dividendes et qui ne me les ont pas versées sur cette fin d'année 2024. Vous voyez ici, c'est pas très compliqué. J'ai fait 4 ventes. Donc, j'ai vendu Bristol Myers Squibb, Toronto Dominion Bank, Johnson & Johnson et Merck Company. Donc en gros, j'ai vendu le secteur de la santé sur l'année 2024. Si on regarde le timing, même si j'avoue que je regarde pas trop le timing quand je vends, parce que quand je vends, c'est la plupart du temps que je vais récupérer du capital pour aller investir un petit peu plus sur une meilleure opportunité. Donc pour Bristol Myers Squibb, j'ai pas vendu au meilleur moment. L'action est remontée. Ok, ça arrive, c'est quelque chose qu'il faut accepter. Ensuite, pour Toronto Dominion Bank, là, j'ai vendu un petit peu plus haut que le cours actuel. Donc, pour le coup, si j'ai investi ce capital-là sur une entreprise qui a augmenté, c'était une bonne décision. Johnson & Johnson, j'ai bien vendu. Là, j'ai fait un très très bon timing. J'ai vendu à 167 et elle est descendue à un petit peu plus de 140 aujourd'hui. Et Merck également, j'ai vendu ici. Donc, c'est la dernière vente que j'ai réalisée et ça a chuté un petit peu depuis. Donc voilà les 4 ventes que j'ai fait et c'était 4 actions qui versaient des dividendes, notamment Toronto Dominion Bank qui en versait pas mal et les 3 acteurs de la santé qui en versaient aussi autour de 2 à 3% de rendement de tête. Je n'ai pas les données précises mais c'était quand même des entreprises à dividendes. A l'inverse, cette année, ça a été assez simple. J'ai acheté du Visa, donc une entreprise qui ne verse pas forcément beaucoup de dividendes. J'ai acheté du LVMH lors de ses chutes. J'ai acheté du Alphabet et j'ai renforcé un tout petit peu Applied Materials et Microsoft dernièrement. Donc vous voyez que j'ai acheté uniquement des entreprises qui ne versent pas énormément de dividendes. LVMH en verse, mais il le verse de manière beaucoup moins fréquente que les actions américaines que j'avais. Donc ça ne se voit pas encore dans le portefeuille. Si on fait un point global sur ma répartition au niveau du portefeuille, je suis à 74% sur les USA, 11,41% sur l'Europe, 6,61% sur l'Asie et ensuite j'ai un petit peu de momentum et un petit peu de crypto aux alentours de 4%. Et c'est là où c'est très important de réfléchir dans la globalité entre le portefeuille ETF et le portefeuille action et ne pas réfléchir les actions d'un côté et les ETF de l'autre parce que vous voyez que quand on prend tout en compte, ça reste un portefeuille qui est équilibré et qui est cohérent par rapport à la pondération
et la capitalisation mondiale. Donc, pour mes objectifs de répartition, j'aimerais garder une cohérence globale dans le portefeuille et continuer de réfléchir au global, donc socle passif plus action. Donc imaginons que j'achète une action parce qu'il y a une très belle opportunité en Asie, forcément je vais peut-être diminuer un tout petit peu la pondération de l'Asie dans le portefeuille ETF pour garder une cohérence au niveau de mon portefeuille global. Et pareil, si j'ai une opportunité en Europe, je peux l'acheter, mais par contre je viens compenser au niveau des ETF. Imaginons là, actuellement, j'ai LVMH qui est une position dans mon portefeuille que je surveille, que j'ai commencé à construire la position, mais je surveille les prochains résultats. Si je me rends compte que ça ne va pas dans le bon sens par rapport à ce que j'avais prévu, ce que je fais, c'est potentiellement vendre LVMH. Je récupère du capital, forcément ça va diminuer mon allocation sur l'Europe et je peux décider de réaugmenter l'allocation européenne sur mon portefeuille ETF, encore une fois pour garder une cohérence. Voilà un petit peu comment je fonctionne pour mon portefeuille. D'ailleurs, juste avant de passer à la dernière partie où on va parler de combien est-ce que j'ai investi en 2024, n'hésitez pas à poser une question en commentaire sur une problématique que vous avez actuellement. Je vais récupérer les questions et encore une fois, sur mon groupe privé School, je ferai des réponses vidéo à certaines questions. J'essaierai de faire ça une fois par semaine dans l'idée de voilà, vous faire progresser et vous aider par rapport à vos problématiques. Ce sera 100% gratuit, donc allez sur le groupe School, n'hésitez pas à poser vos questions également en commentaire de cette vidéo YouTube. Je me ferai une petite banque de questions et ça me permettra de voilà, d'y répondre et de vous aider. Ok, pour finir, on va voir combien est-ce que j'ai investi réellement en capital cette année. Et c'est là que j'ai un point bloquant, un problème par rapport à mon année 2024, mais c'est pas réellement ma faute et je vais vous l'expliquer après. Mais en gros, j'ai investi 2310 € sur mon portefeuille ETF et 64 € sur mon portefeuille action. Donc en fait, sur mon portefeuille action, ce que j'ai fait cette année, c'est que j'ai plus arbitré mon portefeuille qu'investi. Donc j'ai investi 2374 € sur l'année 2024, donc environ 200 €. Si on compte les frais, ça fait 198 € par mois réellement investis. Si on regarde les années précédentes, en 2023, j'avais investi 8854 €. En 2022, 18 180. En 2021, 18 828. Et en 2020, 6 857. Donc, on voit que 2024, c'est quand même une année où j'ai très peu investi. La raison de ça, c'est que j'ai fait une transition professionnelle. Je suis passé de kiné à conseiller financier. J'ai fait ma reconversion complète. Et du coup, ce qui s'est passé cette année, c'est que je me suis versé très peu de rémunération. J'ai commencé à me verser un salaire avec ma société à partir du mois d'octobre. Donc depuis le mois de janvier 2024 jusqu'au mois d'octobre 2024, je n'avais aucune rémunération personnelle. C'est pour ça que en cash au début de l'année 2024, j'avais 19,4% de mon patrimoine et aujourd'hui je suis à 8,6%. Donc j'ai préféré moins investir, me concentrer sur l'épargne de précaution que je devais avoir, arbitrer mon portefeuille et essayer de travailler fort pour réussir mon projet professionnel, ce qui est le cas. Hein. J'ai du coup pas mal de personnes dans le programme qui m'ont fait confiance et ils sont très contents, donc ça je suis pareil extrêmement content de ça. Mais du coup en perso j'avais moins de revenus, j'avais moins de cash à investir et donc j'ai moins investi. Ça va être un des points sur lesquels il va falloir que je travaille pour 2025. Donc mes objectifs pour 2025, et j'en reparlerai dans une vidéo dédiée je pense, par rapport à mon plan d'investissement pour 2025, ça va être d'investir 10 000 € minimum en perso et surtout investir très fort avec ma trésorerie de société, donc sur des actions et sur des SCPI, puisque ça va me permettre d'investir plus de capital, sachant que cette trésorerie ne passera pas par la case impôt ou par la case cotisation sociale si j'avais décidé de me les verser en rémunération personnelle. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, je vous laisse avec la précédente vidéo où je faisais le bilan patrimonial de mon année 2024. Je vous la mets par ici et si vous ne l'avez pas vu, vous pouvez aller voir cette vidéo. Et puis moi, je vous dis à très vite. C'était Clément. Ciao.